Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, ce texte, appelé abusivement « Nouveau pacte ferroviaire », a pour objectif de réformer la SNCF. Mais il est dénué de toute stratégie d'avenir pour le ferroviaire français. Il est présenté comme voulant lever les barrières pouvant faire obstacle à l'ouverture à la concurrence, mais une fois encore, il illustre votre politique inégalitaire qui sert quelques-uns au détriment du grand nombre. La concurrence est là. De multiples entreprises se partagent le réseau sans communication ni lien. Les incidents sont nombreux et le service est déplorable. La dette s'accumule. Nous sommes en 1937. Être moderne, efficace, ce n'est pas reproduire les erreurs du siècle dernier. C'est penser un autre modèle. Il y a 20 ans déjà, la réforme de 1997 a coupé la SNCF en deux. Elle préparait l'arrivée des entreprises privées sur un réseau construit et entretenu par de l'argent public pour aller faire concurrence à la SNCF sur les lignes les plus rentables, selon la vieille recette, mutualisation des coûts et privatisation des bénéfices. La pseudo-réforme de 2014 a de fait accentué le démantèlement avec 3 structures au lieu de 2. Bonjour la simplification. La SNCF est en fait le jouet des politiques libérales qui ont brouillé son fonctionnement et son efficacité. L'ouverture à la concurrence, vous la préparez depuis 30 ans en démantelant méthodiquement l'entreprise publique. Pour vous justifier, vous expliquez que vous ne faites que transposer benoîtement les directives européennes. En réalité, vous avez appliqué avec le plus grand zèle les paquets ferroviaires successifs, alors même que les Français ont rejeté massivement ce libéralisme sauvage en disant non au traité européen en 2005. De plus, vous mentez par omission, Madame la Ministre. En 1997, alors que vous êtes conseillère auprès du ministre des Transports, vous actez la séparation de la SNCF en 2 activités distinctes entre l'exploitant ferroviaire et le gestionnaire de réseau, avec la création de Réseau ferré de France. Mais vous laissez de côté une partie de cette directive qui préconisait également la reprise de la dette par l'État. Vous avez préféré la cacher sous le tapis de RFF. Au même moment, l'Allemagne, dont vous nous saoulez de louanges, avait déjà repris la dette de son opérateur national depuis 1992. Alors non, Madame la Ministre, vous ne pouvez pas vous cacher derrière des directives européennes appliquées à géométrie variable, voire même choisir celles qui vous plaisent. Pouvez-vous me dire, et avec vous votre ministre des tutelles, M. Hulot, quelques mots de la directive européenne sur la qualité de l'air pour laquelle la France a été condamnée? Elle a pourtant un lien direct avec nos systèmes de transport. Elle ne semble pas pourtant vous contraindre beaucoup. Tout le monde voit donc la ficelle. Les directives, c'est quand ça vous arrange pour taper sur les agents SNCF qui sont les plus combatifs contre vos politiques inégalitaires et celles de vos prédécesseurs. Ces réformes ont profondément fragilisé le réseau ferré en le privant des moyens pour son entretien et sa modernisation, engendrant les dysfonctionnements que nous connaissons aujourd'hui. Plus sournois encore, la SNCF a organisé la concurrence en interne en créant 1 millier de filiales dans le fret, dans le transport routier de marchandises, dans le transport voyageurs, dans les sociétés de maintenance. Ces entités se sont développées pour venir en concurrence frontale avec la SNCF sur son propre réseau et sur les marchés les plus juteux. Je citerai par exemple la concurrence des camions Géodis, filiale à 100% de la SNCF, employant des travailleurs détachés. La situation prêterait à rire si elle n'était pas si dramatique pour les cheminots menacés de reclassement et pour notre territoire qui étouffe sous le trafic des camions. Tout cela a abouti à l'effet escompté, une entreprise divisée et livrée à la finance afin de justifier sa privatisation et l'ouverture à la concurrence. À propos de finances, je vais donc venir sur le sujet de la dette. Cet argument de la dette de 46 milliards, brandi par chaque porte-flingue du gouvernement sur tous les médias, permet de faire avaler à l'opinion publique le passage en société nationale à capitaux publics, un premier pas vers la privatisation. L'exemple de GDF en 2004 est là pour nous le rappeler, malgré vos démentis. Cette dette est le résultat d'une stratégie concertée entre une entreprise à la recherche de parts de marché et un État au service du tout-routier. Elle n'est pas la dette des cheminots. La SNCF, à la demande des dirigeants politiques, a investi massivement dans les TGV. Pour cela, elle s'endette en ayant recours à l'emprunt sur les marchés financiers. Dans la dernière décennie, ce sont 23 milliards investis dans le TGV. Parallèlement, les subventions de l'État ne cessent de baisser. Mais l'État regarde ailleurs et choisit surtout de subventionner le routier au détriment du ferroviaire en y investissant 7 fois plus et en privatisant les autoroutes. Mais surtout, Madame la Ministre, il y a encore une omission dans votre discours. Car si l'on parle de dette, on parle donc d'intérêts d'emprunt. Et à qui profitent ces intérêts? À qui sont-ils versés? Il y en a pour 10 milliards depuis 2008. Pas aux cheminots, Madame la Ministre, aux banquiers. Et vous n'en dites pas un mot. Ce sont ces mêmes banquiers que nous avons sauvés de la faillite en 2008.
Madame la ministre, il faut que les Françaises et les Français sachent que si vous ne voulez pas traiter ce problème de la dette, c'est pour continuer à servir la finance. Mais le plus pervers arrive maintenant quand vous cherchez un bouc émissaire. Les trains arrivent en retard, c'est la faute des cheminots. Les 46 milliards de dettes, c'est la faute des cheminots. Ils coûtent trop cher. En supprimant le statut pour les nouveaux entrants, vous levez la dernière barrière à l'arrivée des entreprises privées sur le réseau qui n'auront pas à s'aligner par le haut sur le statut des cheminots. Vous organisez clairement le dumping social de cette branche. Pour rappel, l'espérance de vie des cheminots est inférieure à la moyenne nationale et une cinquantaine de cheminots se suicident chaque année. Alors, s'il y a des privilégiés à la SNCF, ce n'est pas là où l'on croit. En 2017, les membres du comité exécutif, messieurs Pépi, Jeantet ou encore Madame la ministre Parly, se sont partagés une rémunération nette de 2,5 millions d'euros. Des salaires des principaux dirigeants que rien ne justifie vu leur bilan. C'est un échec total. Une dette de réseau non gérée, malgré 49 milliards de péages perçus depuis 20 ans. Le fret en déroute, des blackouts à répétition. Je me demande donc comment ces incompétents peuvent être encore en poste. Auraient-ils, eux, un statut particulier? Là encore, comme avec les intérêts versés aux banquiers, le problème, c'est ceux que vous gavez d'argent public. Alors, pour vous, l'ouverture à la concurrence serait le remède magique sans avoir à assumer vos errements. Concurrence, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Il saute aux yeux 84 fois dans votre projet de loi. Vous dénoncez la vétusté des lignes et le manque d'entretien des voies, mais l'ouverture à la concurrence ne fera qu'aggraver la situation. Aucune entreprise privée n'investira pour réhabiliter les infrastructures, pas plus que pour desservir les petites lignes régionales. Le service public est le seul à même d'assurer ces missions par essence non rentables. Que comptez-vous proposer aux habitants de ces territoires à part des cars Macron? Les accidents et les retards se multiplieront comme c'est le cas au Royaume-Uni depuis la privatisation du rail. Les entreprises privées chercheront à maximiser leurs bénéfices en pratiquant une politique des bas salaires et en entretenant au minimum le matériel roulant. Votre vision du transport ferroviaire est tellement archaïque que son rôle dans l'aménagement du territoire et la lutte contre le réchauffement climatique n'est même pas posé. On se demande même si nous avons encore un ministère de la transition écologique ou si celui-ci a définitivement pris un autre aiguillage, mettant toutes ses compétences au service des entreprises privées. Pour nous, le service public de transport ferroviaire n'est pas une charge, mais bien un outil au service de la planification écologique et de l'égalité territoriale. Cette vision implique de réinvestir dans notre réseau pour le réhabiliter et le moderniser, de revoir la fiscalité pour qu'elle pèse sur les modes de transport les plus polluants. Cela nécessite la réorientation des investissements publics vers le ferroviaire, 10 fois moins émetteur de CO2 qu'un trajet en voiture. Ces points ne sont pas abordés dans votre projet. Le transport ferroviaire est un service public qui doit être conduit par une entreprise publique intégrée. Ce n'est pas une annonce fumeuse d'une entreprise plus unifiée dont vous n'avez pas été capable de définir les contours quand je vous ai posé la question en commission. À moins que ce soit cette espèce de holding dessinée par vos amendements déposés en catimini ce week-end pour éviter le débat parlementaire. Au niveau financier, l'entreprise unifiée, mesure de bon sens, permettrait aussi de repartir avec un capital propre de 3 milliards d'euros. De quoi redonner de l'air à la SNCF et stopper surtout les frais de transaction entre les entités aujourd'hui séparées. Ces coûts sont estimés à 1,5 milliard d'euros par an. Dans une entreprise intégrée, les lignes les plus rentables permettent de compenser les dessertes moins fréquentées. Il en va du principe constitutionnel de l'égalité devant le service public. Le ferroviaire doit donc rester dans le giron de l'État. Notre vision implique de reprendre le monopole sur le fret ferroviaire et de mettre fin au partenariat public-privé, inauguré sur la ligne Bordeaux-Tours où, malgré l'investissement de plusieurs milliards de la SNCF et de l'État, l'ISEA Vinci empochera toutes les recettes d'exploitation. Quand on achète un billet de train, on ne rémunère pas un actionnaire. La SNCF est malade de la concurrence qu'elle a elle-même organisée, malade d'un État qu'il a abandonné au profit du routier et de l'aérien. Nous défendons une politique d'aménagement de tout le territoire qui s'appuiera sur un transport ferroviaire public, pivot de la transition écologique. Alors nous disons définitivement non au hold-up d'un bien commun au profit de vos amis et au détriment des usagers et des cheminots et cheminotes. Et nous soutenons sans faille celles et ceux qui luttent pour empêcher ce hold-up.